Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Cette semaine au menu de votre magazine, au Mozambique, Mocimboa da Praia, reprise aux djihadistes d'Al-Shabaab, un succès pour les forces locales épaulées par des soldats rwandais. Son documentaire intitulé « Partir » avec un point d'interrogation suit la trajectoire de migrants qui, après avoir réalisé leur rêve d'exil, décident finalement de rentrer au pays. Primée au festival Écran Noir de Yaoundé, la réalisatrice Marie-Noëlle Niba est notre invitée. En Tunisie, un lieu atypique a été créé pour accueillir les dépouilles de ceux qui ont péri en Méditerranée. L'artiste Rachid Koraichi a conceptualisé son jardin d'Afrique pour leur offrir une dernière demeure plus digne. Depuis 2017, dans le nord du Mozambique, les Chebab, affiliés au groupe État islamique, ont fait des milliers de victimes et des centaines de milliers de déplacés. Le Rwanda a envoyé des militaires en juillet pour prêter main forte à l'armée du pays. Les opérations ont permis de reprendre le port stratégique de Mocimboa da Praia. La ville était aux mains des djihadistes depuis un an. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial, Simon Wolfhard. Mocimboa da Praia est aujourd'hui une ville fantôme, laissée en ruine et vidée de ses habitants. Pendant un an, cette cité portuaire fut l'un des bastions des djihadistes d'Ansar al-Sunna, connu localement sous le nom d'Al-Shabaab. Elle a été reprise le 8 août dernier par les forces mozambicaines et rwandaises qui quadrillent aujourd'hui le nord de la région du Cabo Delgado. Ils tenaient cette ville pour son intérêt stratégique en termes de voies maritimes et d'axes de communication. Un lieu utilisé également pour planifier d'autres opérations à l'intérieur des terres. Recapturer cette ville, c'était donc vraiment important pour nous. Ici, la situation sécuritaire reste très volatile. Les habitants n'ont pas encore pu regagner la ville. Les réfugiés qui ont été déplacés dans différents camps vont devoir revenir. Et nous nous organisons pour rendre possible ces retours. Mais il y a ce risque qu'il y ait encore des insurgés parmi eux. Notre travail consiste donc à créer les conditions pour que les populations soient prêtes à fournir des informations quand et si les insurgés réapparaissent. Selon l'armée rwandaise, la plupart des djihadistes ont été repoussés plus au sud, où sont déployées les forces de la communauté d'Afrique australe, la SADC, une force alliée mais distincte de cette action militaire rwandaise. Kigali déplore la mort de 4 de ses hommes et assure avoir tué une centaine de djihadistes. Un prisonnier de guerre est présenté aux journalistes. Il dit avoir été enrôlé de force par les Chebab. Nous avons été emmenés dans la forêt et c'est là que nous avons été formés. On nous a appris à démonter une arme à feu. On nous a appris à utiliser des mitrailleuses et des armes plus légères. Nous sommes allés à Palma pour tendre des embuscades. Là-bas, nous avons attendu que des soldats rwandais arrivent et nous les avons combattus. Les soldats nous emmènent jusqu'à Mbao, un autre bastion des djihadistes repris en août, où nombre d'insurgés étaient entraînés. On a vu arriver les Chebab et ils ont tué tout le monde, sans distinction. Ils ont découpé les gens en 1000 morceaux et les ont étalés sur la route. Si tu passais devant, tu pouvais reconnaître des membres de ta propre famille. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Je ne comprends pas pourquoi ils sont venus nous envahir. Dans le district de Palma, certains habitants voyant la situation se stabiliser ont décidé de rentrer chez eux. Quand les Chebab vous attrapent, ils vous ordonnent de rester assis. Ils tuent les hommes, t'obligent à regarder le massacre, et peu importe si c'est ton frère ou ton mari. Ces tueurs portaient aussi des uniformes militaires et avaient des fusils. Donc, quand nous revoyons des armes comme celle-là, nous ne sommes pas en confiance. Mais peu à peu, nous apprenons à faire confiance à ces soldats rwandais. À quelques mètres de là, les atrocités des insurgés sont encore visibles. Ici, un bout de chaussure, trace d'un charnier où une dizaine de personnes auraient été décapitées. Aujourd'hui, les militaires rwandais quadrillent la zone. 3 mois après le début des opérations, le président rwandais Paul Kagame s'est rendu dans le Cabo Delgado à l'occasion d'un défilé militaire organisé par son homologue mozambicain.
Les troupes rwandaises n'ont pour le moment pas donné de date de départ. Le pays profite de sa présence sur place pour développer des activités économiques. Lors de cette visite, Paul Kagame et Philippe Nyusi ont signé un accord de coopération dans les secteurs du commerce et de l'investissement. Après plusieurs années d'exil en Europe, Guy Roméo, Boy Guy, Stéphane, Léo et Cheikh sortent de leur silence. Ils racontent leur parcours semé d'embûches et de désillusions devant la caméra de Marie-Noëlle Niba. Bonjour Marie-Noëlle Niba, merci d'être avec nous. Bonjour Valériane, c'est un plaisir d'être là. Vous êtes venue nous parler de votre nouveau documentaire, Partir. Vous parlez d'un thème qui est souvent à la une de l'actualité, l'immigration, mais vous avez choisi de vous intéresser à ceux qui finissent par rentrer chez eux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter ces histoires ? Merci Valériane. Il y a plusieurs années déjà, quand j'étais étudiante ici en France, et je suis rentrée au Cameroun après 6 années d'études, je me suis rendu compte qu'il y avait une mode, celle de partir en Occident à tout prix. Et j'entendais déjà dans des familles il y avait des gens qui étaient partis et qui n'étaient jamais revenus. Certains des miens aussi, comme Stéphane et Léo à l'époque, j'ai essayé de les en dissuader parce qu'ils abandonnaient tout, ils vendaient tout ce qu'ils avaient pour partir. Il y a un mythe de l'Europe qui est toujours entretenu, voilà, notamment par les réseaux sociaux. Exactement. Et puis il y a eu, quand je reviens ici quelques années après, je me rends compte que le phénomène est encore plus profond que je ne le pense, que je ne le pensais. Et il y avait ces images de la télévision où il y a des naufrages, et puis ces jeunes qui viennent à l'ambassade me voir pour dire « j'arrive pas à m'en sortir, j'ai pas de papier ». Oui, à l'ambassade, parce que vous travaillez aussi à l'ambassade du Cameroun. Exactement. Mais vous vous concentrez particulièrement sur le retour de ces migrants qui rentrent en Afrique, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, dans votre documentaire. Et on le voit, leur retour, il est souvent perçu par leurs proches comme un échec. Exactement, c'est pour ça que quand ceux-là se plaignaient, je leur disais « mais qu'est-ce qui vous empêche de retourner si vous pensez qu'arriver ici, vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez, malgré la difficulté pour pouvoir y arriver ?» Et beaucoup me disaient « ma famille ne veut pas que je rentre. Ma famille ne veut pas que je rentre. » Et à un moment, je me suis demandé pourquoi. Et j'avais compris que, étant ici, malgré la souffrance, ils arrivaient à envoyer quelque chose. Et donc, pour ceux qui sont sur place, c'était difficile de leur faire comprendre qu'ici, on pouvait souffrir aussi. Et donc, j'ai décidé, moi, de retourner voir ceux qui étaient déjà partis et qui ont eu le courage de rentrer et de voir avec eux comment ils étaient intégrés. J'avais vu qu'ils n'étaient pas intégrés du tout. Et les aider même à sortir de cette situation dans laquelle la société les avait mises au banc de la société. J'ai donc décidé, moi, d'aller les écouter et de les faire parler alors qu'ils étaient moins bien considérés. Ils étaient considérés comme des losers. J'ai voulu faire plutôt des héros, des héros d'un combat qu'ils ont mené en Europe, et ils ont eu le courage de rentrer pour pouvoir se reconstruire. Et c'est pour ça que j'ai décidé, après avoir vu aussi, par exemple, Guy Roméo, qui ici me racontait ses galères, et j'ai dit, à un moment, si on arrive à venir ici pour l'Eldorado, si on ne le trouve pas, peut-être que l'Eldorado est sur place, et c'est ce que j'ai voulu vendre dans ce film. L'Eldorado peut aussi être en Afrique. On va justement écouter quelques témoignages de ces hommes que vous avez suivis dans votre documentaire. Merci. Quand je partais du Cameroun, j'étais chef d'entreprise. Dans 24 ans, je commence à me retrouver sur le sol, dans un pays où je n'ai pas d'entrée. Quand tu pars en Europe et tu retournes en Afrique, les gens pensent que tu es un loser. So I was not happy with that fact, and Kamba really what he intended to bring back home. Vous montrez notamment toutes les souffrances et les traumatismes psychologiques que subissent ces migrants lorsqu'ils rentrent chez eux. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a particulièrement marqué ? Oui, tout à fait. Je pense que chacun de ces protagonistes que j'ai décidé de mettre dans ce film avait une histoire particulière et qui gagnait à ce qu'on la raconte. Vous allez prendre par exemple le cas de Stéphane qui a quitté sa femme et ses 6 enfants pour s'en aller pendant 8 ans et qui finalement revient malgré le fait que sa femme ne voulait pas qu'il rentre. Et il est quand même rentré et il a eu des problèmes avec sa famille et il n'a pas pu continuer. Je prends le cas de Boy Guy qui, quand elle me raconte son histoire, ce n'est pas une décision d'aventurière. Elle a été envoyée dans une espèce de migration organisée par le gouvernement. C'est une histoire qui touche énormément, surtout que c'est une femme qui a abandonné ses enfants et elle est partie. Et ce qui m'a touchée pendant que je tournais ce film, au-delà du fait que Guy Roméo a dû passer par le profil, un suivi psychiatrique pour pouvoir essayer de se reconstruire, même en France, et Cheikh, et puis Léo. Je pense qu'au-delà de tout ça, pendant que je tournais le film, il y a eu cette thérapie que j'ai eu l'impression que nous étions en train de faire une thérapie à ces différentes personnes. Je prends le cas de Stéphane, où les enfants n'avaient jamais parlé.
depuis que leur papa était rentré. Et c'était l'occasion pour eux de se rabibocher avec leur père en disant ce qu'ils ressentaient. Et ça m'avait énormément touchée, de voir des enfants qui enfin s'ouvraient et guérissaient même de la situation dans laquelle ils étaient due à la migration que leur père avait dû vivre. Et pourquoi, selon vous, certains considèrent qu'il est impossible de s'épanouir en Afrique ? À ma petite analyse, je pense qu'il y a déjà l'imaginaire, c'est de dire que l'Afrique est pauvre. Chaque fois, on vous le dit. Les enfants grandissent avec l'idée que lorsqu'on dit à un enfant, lorsque tu vas réussir, si tu travailles bien à l'école, je t'envoie en Europe. Et parfois, il y a des enfants qui auraient pu s'en sortir, mais qui n'attendent que d'être envoyés en Europe. Et puis, les problèmes politiques ou dans les réseaux sociaux, on vous dit l'Afrique a trop de problèmes. Je pense qu'il y a des problèmes partout. Mais le truc, c'est de vendre le bon côté de l'Afrique, de dire à chaque enfant, tu peux t'en sortir là où tu es, du moment où tu travailles. En Europe, je pense qu'on ne s'en sort pas si on ne travaille pas. Tout le monde doit travailler là où il est. Et je pense que les enfants, il faut vendre l'idée que où que tu sois, tu peux trouver ton Eldorado du moment où tu travailles. Et puis, qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'étranger? Mais ne pas partir au péril de ta vie. Tout le monde a le droit d'y aller. Pour finir brièvement, quel est le message que vous souhaitez transmettre à ceux et celles qui tentent cette traversée, notamment de la Méditerranée, une traversée souvent au péril de leur vie? Mais justement, c'est de dire, vous n'avez aucune raison de mettre votre vie en péril parce que vous voulez rejoindre l'Europe. Il y a des moyens, il y a des voies conventionnelles pour y aller. Et puis, vous ne pouvez pas penser que c'est seulement en Europe que vous allez réussir. On peut réussir en Afrique si on cherche. Si vous travaillez, rien ne vous empêche de réussir en Afrique. La preuve, aujourd'hui en Afrique, vous avez plein de gens qui sont mieux situés que ceux qui sont en Europe. Et je crois qu'ils n'ont rien à envier. Et ils vont en Europe comme ils veulent et ils rentrent, continuer à vivre. L'Afrique n'est pas un enfer. Tout le monde peut trouver sa voie s'il décide de chercher comme il cherche en Europe. Merci Marie-Noëlle Niba. Je vous propose de prendre la direction de Zarzis en Tunisie où un cimetière très particulier a été créé pour justement rendre hommage aux migrants qui ont perdu la vie lors de leur traversée. C'est un projet humaniste mené par l'artiste algérien Rachid Koraichi. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili vous emmènent dans ce lieu de mémoire. 5 oliviers pour symboliser les piliers de l'islam, mais aussi des vignes réparties le long des murs, en hommage aux 12 apôtres. Dans ce cimetière multiconfessionnel, Rachid Koraichi, artiste algérien, a voulu offrir une sépulture digne aux candidats à l'exil morts en Méditerranée. Donc je l'ai appelé Jardin d'Afrique, je n'ai pas appelé cimetière d'Afrique, Jardin d'Afrique. En lisant les textes coraniques et dans aussi l'Ancien et le Nouveau Testament, les plantes du paradis. Au milieu des plantes, le drame est bien présent, symbolisé par ces tombes en partie construites. Tu as cet endroit-là, et là, ça c'est une tombe. Donc la tombe est en dessous. Près de 200 personnes sont déjà enterrées ici. Le cimetière, basé sur 2 étages de tombes souterraines, peut en contenir jusqu'à 600. On le voit visuellement. Par exemple, les corps sont arrivés les derniers. Donc on voit cela, il y a juste une stèle avec des codes dessus pour qu'on les repère. Derrière, c'est les mêmes qui sont arrivés aussi, dans la mer Noyade malheureusement, mais on a déjà commencé à leur structurer physiquement les tombes. Sur les pierres tombales encore inachevées, beaucoup n'ont pas d'identité. La majorité viennent d'Afrique subsaharienne. Le corps est arrivé à rire. Et c'est un bébé. Donc la plaque, elle est là, et on va rajouter après donc, dessus le code ADN. Un code ADN qui permettra aux familles de récupérer les corps. Pour Rachid, ce lieu est un don à la Tunisie qu'il a entièrement financé. J'enterre des gens, alors que ce n'est pas mon job, c'est vrai, je suis artiste, mais en même temps, ceux qui respectent les morts respectent les vivants. Ça, pour moi, c'est fondamental. Il fallait aussi, selon lui, aider la municipalité de Zarzis, qui n'arrivait plus à gérer l'engorgement de ses cimetières. Il y a déjà plus de 1000 dépouilles enterrées dans un autre cimetière près d'ici. On n'a pas assez d'espace, donc tous les 5 ans, on doit empiler les tombes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 557 personnes sont mortes depuis le début de cette année en tentant de rejoindre les côtes européennes. Et c'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à tous d'avoir été avec nous.